Donc on a travaillé sur les légumineuses à destination de l'alimentation humaine. Donc c'est une filière qui n'existe pas encore, qui est en projet de création dans le Grand Ouest. Et donc c'est un marché qui pour l'instant n'est pas encore très développé, mais qui est en pleine croissance. Et donc avec un fort potentiel de segments de consommation, je dirais, avec des marchés de niche qui se développent, par exemple le segment du sans gluten, par exemple tous les produits dérivés qui cherchent à remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Et donc voilà, la filière légumineuse à graines, parce qu'il existe également des légumineuses fourragères, est une filière en plein essor. Là, on a travaillé sur le Grand Ouest, donc avec semble 3 régions, donc Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie. Donc il y a quand même pas mal d'acteurs, puisqu'on a toute la chaîne de production, toute la chaîne de transformation et toute la chaîne de distribution, donc les producteurs, les coopératives, les transformateurs, et puis les distributeurs, les grandes surfaces, et les petits magasins, la consommation, la restauration, etc. Donc en fait, ce sont les chambres d'agriculture de Bretagne et de Normandie qui chapeautent le projet LEGO, donc qui a vocation à développer les filières de légumineuses à graines dans le Grand Ouest, qui sont commanditaires de ce projet. Et on peut notamment citer Tristan Guenec et Peggy Boucher, qui sont nos interlocuteurs privilégiés. Alors nous, le point sur lequel on s'est focalisé, c'est la contractualisation au sein de la filière légumineuse, parce qu'il faut savoir que pour assurer une sécurité, on va dire, entre les maillons de la filière, ce sont les contrats qui sont un outil vraiment majeur, qui peuvent être utilisés. Tout l'intérêt était de savoir ce qui pouvait pousser les acteurs de la filière à contractualiser. Qu'est-ce que les contrats devaient contenir, quelles étaient les clauses nécessaires qui pouvaient permettre donc de sécuriser les maillons de la filière. Dans certains maillons, on a donc des variables qui sont plus souvent contractualisées, d'autres comme notamment donc le prix, la qualité, puisqu'il y a des indicateurs de qualité comme le taux de protéines, le taux de protéines notamment, et aussi donc le tonnage, les dates de livraison. Et donc forcément, par exemple les transformateurs, ils sont à mi-chemin, donc ils vont avoir par exemple 2 fois plus de contrats avec les producteurs et puis ceux à qui ils vont donner le produit transformé. Donc on a effectivement des acteurs qui sont plus concernés que d'autres par ces contrats. Donc au niveau des connaissances qu'on a apportées, finalement, sont plus centrées autour de la vision donc, des différents acteurs sur ces contrats. Et donc on a fait ressortir donc, des résultats qui déjà étaient très variés en fonction des acteurs sur, on va dire, de nombreux points. 2 ou 3 connaissances phares, je ne saurais pas lesquelles choisir forcément, vu qu'on a vraiment beaucoup d'informations et il est difficile de hiérarchiser ces informations dans la mesure où il y a plein de points qui ont une importance identique et forte. Une chose qui ressort beaucoup, peu importe les acteurs, ce sont les aspects par exemple gestion des risques ou la gestion de l'information entre les maillons de la filière qui ont une importance quand même une importance primordiale pour chacun des acteurs, je dirais. Alors, comme tout projet, je pense, c'est un travail qui a commencé avec des recherches bibliographiques, un travail approfondi de recherche bibliographique, puisque je pense, et nous en avons fait l'expérience, que pour analyser une filière, et avant de mener des entretiens, il faut vraiment avoir un bagage solide de connaissances. Il faut savoir où on met les pieds. Il faut pouvoir poser des questions pertinentes ensuite à nos interlocuteurs, et donc pour ça le travail de recherche bibliographique est vraiment un gros travail que l'on va faire en amont. Et ensuite il a été question d'aller sur le terrain et de recueillir les attentes que les acteurs pouvaient avoir en ces contrats que nous voudrions mettre en place. Et donc après ce travail bibliographique, nous avons dû établir des guides d'entretien, donc qui sont un point clé, puisque avant tout entretien avec les acteurs, il faut savoir ce que l'on cherche à recueillir. Donc au niveau de ces guides d'entretien, on les a rédigés donc, avec un certain nombre de questions assez poussées, de sorte qu'on puisse ensuite adapter à chaque acteur et sélectionner uniquement les questions qui étaient pertinentes par rapport à cet acteur. Et on l'a séparé en 4 parties. Donc d'abord une première partie assez générale pour avoir les informations principales pour
centrer cet acteur dans la filière et le mettre au bon endroit et avoir les informations préliminaires. Ensuite, la deuxième partie était sur donc générer, essayer de déterminer en quoi donc un contrat donc avec Lego pouvait générer des gains d'efficience, donc permettre d'améliorer les échanges donc de produits et d'informations tout au long de la filière. Ensuite, on s'est intéressé donc en troisième partie à la gestion des risques. Donc forcément, puisque dans une filière qui n'est pas encore construite, il peut y avoir beaucoup de risques, surtout que les connaissances ne sont pas forcément toujours très développées. Et donc on a eu beaucoup d'informations très variées sur plusieurs risques de la part des acteurs. Et enfin, la dernière partie était sur améliorer la coordination, il me semble. Oui. Et donc pour vraiment que la discussion entre tous les acteurs soit améliorée, plus fluide, afin de maximiser les résultats de la filière. Alors, nous avons fait le choix de mener des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire que nous guidions nos interlocuteurs à travers des questions, mais des questions qui restaient relativement ouvertes. Et donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les avantages, c'est que nous avions une trame, mais en même temps, nous pouvions recueillir une diversité d'informations et vraiment un point de vue propre à chaque interlocuteur. L'inconvénient, c'est que du coup, les entretiens, souvent, dans les faits, ça avait tendance à déborder, à droite, à gauche, en fonction des questions, et c'était très dur de vraiment conserver la ligne directrice que nous nous étions fixée, du fait justement de ces questions un peu ouvertes. Donc nous voulions mener des entretiens plutôt courts pour avoir un maximum de réponses positives à ces entretiens, donc d'une durée maximum de 1 heure. Et au final, il s'avérait que souvent ça dépassait parce que justement les questions ouvertes faisaient que au bout de 45 minutes, on n'avait toujours pas répondu à une grande partie des questions parce qu'on s'était égaré un peu. Donc je dirais que c'est un point de vigilance à apporter. Je pense pas que c'était dû au guide d'entretien qui n'aurait pas été assez précis parce qu'on a quand même ciblé nos questions. Elles ont été réfléchies, voilà. Par contre, je pense que quand un acteur a quelque chose à dire, c'est très difficile de le couper et c'est intéressant d'entendre ce qu'il a à dire pour vraiment saisir tout son point de vue et placer ses paroles dans son état d'esprit pour ne pas le sortir de son contexte. Et donc à partir de là, c'est difficile de placer la limite jusqu'à quand est-ce qu'on le laisse parler, quand est-ce qu'on dit stop, et c'est vraiment, je pense, le travail le plus difficile à effectuer lors d'un entretien. Et puis aussi, il faut noter que l'acteur peut apporter un élément nouveau qu'on n'a peut-être pas forcément pensé, ou tout simplement qui n'est un peu limite par rapport à notre sujet, mais dont on se rend compte qu'il peut être très intéressant. Et donc forcément, là, on va fouiller, on va lui poser des questions supplémentaires qui n'étaient pas dans le guide d'entretien, et donc il va forcément rajouter du temps à l'entretien, bien que ça soit capital, et qu'on ne puisse pas passer à côté. On s'est interrogé sur ce qui pouvait être le plus pertinent. Puis on a essayé d'identifier quelles pouvaient être donc les différentes marches à suivre, quelles informations on nécessitait, donc comment les obtenir. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a compris qu'il fallait forcément interroger les acteurs pour avoir leur souhait sur un contrat. On ne peut pas faire autrement. Donc forcément, pour interroger les acteurs, on ne peut pas faire autrement que faire des entretiens avec eux, et on ne peut pas aller à un entretien n'importe comment. Donc il fallait forcément faire un guide d'entretien avant, et pour faire un guide d'entretien, il fallait forcément finalement avoir des informations poussées sur la filière, et donc faire tout d'abord un premier travail de recherche bibliographique. Donc je pense finalement que c'est vraiment en réfléchissant sur quelles informations on avait besoin et comment les obtenir qu'on a pu mettre en place une méthodologie précise et claire. Donc ce travail a donné lieu tout d'abord à un oral, donc malgré le fait que nous n'ayons pas eu le temps d'analyser tous nos entretiens et que nous n'ayons pas tous les résultats, pour tenir les commanditaires informés également de l'avancée de notre travail, c'est très important, cet aspect communication. Et à présent, donc, nous sommes toujours en phase d'analyse des informations récoltées lors de nos entretiens. Nous en avons déjà analysé une partie, mais pas encore tous, ça prend du temps. Donc l'objectif à court terme, ça va être de finaliser cette analyse des entretiens, de voir les points communs, les divergences, et de pouvoir restituer tout ça de manière synthétique. Et l'idéal serait que ce projet donne lieu à une carte de décision, on pourrait dire, des contrats pour nos commanditaires,
Donc c'est-à-dire un outil de décision dans lequel seraient par exemple précisées les clauses essentielles à mettre en place, puis des propositions de clauses différentes selon les acteurs et selon leur perception de la filière et de la position qu'ils souhaiteraient prendre. On pensait un peu sous la forme d'un poster, je dirais, mais voilà, avec une base générale, les clauses essentielles à mettre dans un contrat, et ensuite, selon un peu comment les acteurs se positionnent, des choses plus spécifiques. Et on avait aussi une commande sur une sorte de modèle de contrat, mais en fait on a découvert qu'il y avait beaucoup trop de modalités différentes pour juste rédiger un modèle de contrat standard sans faire 50 alinéas à chaque paragraphe. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers plutôt cette on va dire infographie un peu plus développée, plus de diverticules pour prendre en compte toutes les informations. Déjà, ce qui ne m'a pas surpris, c'est que la plupart des acteurs ont abordé vraiment la notion de risque et de gestion des risques. Et donc, de ce point de vue, l'attendait, mais chacun a une perception d'un risque différent. On va dire que ce soit un risque plus de rendement au niveau des producteurs ou plus de pouvoir de marché, plus à l'aval de la filière. Ce qui m'a surpris en revanche, c'est par exemple l'attente d'une coopérative de n'avoir pas forcément une base de contrat, mais plus d'avoir accès à des informations. Par exemple, des informations où se situent les besoins en légumineuses pour ne pas pousser tous ces producteurs à se lancer dans une production, par exemple, de févrole, de risque de sursaturer le marché, et donc d'avoir vraiment des indicateurs pour se tourner là où se situent les besoins et les débouchés. Et donc ça, c'est une notion à laquelle nous n'avions pas pensé et qui m'a surpris et en même temps qui se trouve être vraiment intéressante. Alors donc dans notre groupe on était 5. Donc, tout d'abord pour le rapport bibliographique, on a en fait séparé ce rapport en ce qu'on appelait différents pôles. Donc on avait par exemple par rapport à la filière légumineuse, le pôle agronomie, le pôle marché, le pôle, différents pôles. Et donc en fait on a réussi à déterminer 5 pôles. Et donc on s'est séparés, on a chacun fait des recherches précisément sur ce pôle pour ensuite les mettre en commun. Ensuite on s'est réparti encore une fois les différentes parties du rapport bibliographique pour le rapport final afin de participer tous à la rédaction de ce rapport. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir mutualiser vraiment toutes les recherches que chacun d'entre nous a fait, puis de rédiger sur le même rapport, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a travaillé chacun sur un volet et qu'on a simplement placé un fichier différent pour chaque volet sur le drive, on n'allait pas forcément systématiquement lire le fichier des autres. Alors qu'une fois qu'on rédige le rapport et que chacun insère sa partie dans un même document, là on va vraiment avoir le réflexe de lire tout le document et donc de vraiment suivre le travail des uns et des autres. Et je pense que c'est peut-être un peu... peut-être pas un point clé, mais ça a été un point clé pour nous, je pense, de pouvoir suivre le travail des uns des autres dans un même document. Donc tout d'abord, on a entre guillemets consolidé notre capacité de rédaction de rapport bibliographique, puisque bon, on avait déjà rédigé par le passé, mais c'est des méthodes qu'il faut entraîner comme tout pour toujours savoir comment conduire ça rapidement et efficacement. Ensuite, donc, pour moi, ce que j'ai appris à faire, c'est donc réaliser un guide d'entretien et conduire un entretien avec un acteur assez important, puisque bon, c'est une personne qui est assez haut placée dans une entreprise, ça s'apprend pas de manière innée à conduire un entretien avec un acteur tel qu'il peut être. Et donc, je pense que pour l'instant, la principale chose que j'ai appris, c'est vraiment conduire un entretien, que ça soit fluide, réagir quand on a une réponse à laquelle on ne s'attend pas forcément, rebondir dessus pour continuer l'entretien et que ça soit fluide tout au long. Par exemple, moi, dans l'entretien que j'ai eu, l'acteur m'a dit à un moment qu'en fait il avait déjà signé avec Lego et qu'il avait déjà signé un contrat, mais en fait c'est pas un contrat, c'était juste le formulaire pour adhérer à Lego. Et en fait moi, donc forcément quand il a dit ça, j'étais un peu perturbé. Je lui ai dit mais en fait nous on nous a demandé d'essayer de rédiger un modèle de contrat et vous me dites que vous avez déjà signé un contrat. Donc bon, forcément j'étais un peu étonné, mais donc effectivement si tu m'expliques que c'était pas un contrat mais c'était donc juste le formulaire d'adhésion, et donc on a pu continuer assez rapidement quoi. Mais il faut ne pas se laisser, on va dire, emporter par un élément qui arrive et qui n'est pas prévu, et puis directement continuer comme si de rien n'était quoi.
Et je dirais aussi avoir appris à travailler pour un enjeu, pour une cause concrète. Parce que souvent, quand on fait une étude de cas, même si c'est un projet dans le cadre de l'école d'ingénieurs agronomes, ce sont des projets, on va dire, qui restent cloisonnés à l'école, qui restent cloisonnés au cadre pédagogique. Et là, c'était vraiment l'occasion de s'extrapoler de ce cadre et d'interagir avec des acteurs des chambres d'agriculture, avec des acteurs de grandes coopératives, par exemple, et donc de se frotter, j'ai envie de dire, à ces personnes-là, et de voir qu'au final, on a notre place là-dedans aussi, puisqu'on comprend, on se comprend, on voit que voilà, c'est pas un monde qui est si loin de ça que de nous. Et je pense que c'est important, dans le cadre de ce projet, d'apprendre qu'on fait partie de ce monde-là aussi et qu'on est prêt à y entrer. Et ça, je pense que voilà, j'ai appris que ça m'a rassurée sur le fait que je suis en capacité, bientôt, de travailler dans ce milieu-là. Ah déjà, c'est bête, hein, mais je pense que quand je suis entrée à l'école d'agronomie il y a 2 années, j'étais incapable de parler comme je vous parle là, de manière sûre, avec des termes précis, je pense, sur un projet que j'aurais conduit. Je pense que je me serais tout de suite égarée, j'aurais perdu un peu le fil conducteur. Et alors que là, d'avoir conduit des entretiens, d'avoir parlé, dialogué avec ces personnes, ça apprend déjà en les écoutant. Elles nous montrent comment est-ce qu'on conduit un entretien, comment s'exprimer de manière précise. Mais en plus, ça nous donne confiance en nous. Et ce sont toutes des choses voilà, qui me montrent ma progression, je pense. Donc les 3 grandes étapes, tout d'abord un travail bibliographique et ne pas lésiner, on va dire, sur la profondeur des recherches bibliographiques pour tout simplement éviter que si un acteur nous pose une question, ils nous disant d'ailleurs est-ce que vous êtes au courant de tel truc sur la filière et que nous on ne sait pas quoi répondre, ben on a l'air un petit peu bête, j'ai envie de dire. Donc vraiment ne pas lésiner sur la profondeur des recherches bibliographiques et ensuite essayer de vraiment, si on rédige un guide d'entretien ou qu'on doit avoir des entretiens, vraiment cerner tous les objectifs et ne pas tout simplement partir bille en tête sur quelque chose en se disant allez on va conduire l'entretien comme ça, au risque de passer complètement à côté d'autres parties d'entretien, d'autres informations qui pourraient être importantes. Et donc forcément aussi rédiger, écrire sur le papier beaucoup plus de questions que nécessaire, sans se dire oh tiens cette question n'est que pour les producteurs alors je l'écris pas, vraiment tout écrire et puis ensuite ne poser que les questions qui sont adaptées à l'interlocuteur, à l'acteur qu'on a en face de nous, comme ça on est sûr d'avoir optimisé les entretiens. Et je dirais aussi savoir se mettre des barrières, donc à la fois pousser le travail bibliographique au maximum, mais une fois que ce travail est fait, savoir vraiment ce qu'on cherche, ce qu'on attend et s'y tenir, parce que comme on l'a vu dans l'entretien précédent avec Aïssa Sibyl, une filière c'est tellement large, il y a tellement d'acteurs, il y a tellement d'enjeux, faut se concentrer sur un enjeu. Et il faut vraiment pas le lâcher de vue et il faut se borner. Nous c'était la contractualisation, on aurait pu parler de plein d'autres choses, mais vraiment dans nos entretiens, il y avait déjà beaucoup à faire de parler de contractualisation. Donc il ne faut pas oublier, voilà, un projet c'est un objectif et il faut réussir à s'y tenir. Faut vraiment réussir à se mettre des barrières, même si c'est pas facile. L'approche par rapport à la filière permet donc tout d'abord de déterminer, on va dire, la méthode en 3 étapes comme on a évoqué précédemment, puisque si on nous avait tout simplement dit parler des légumineuses, on n'aurait pas forcément peut-être su par où commencer. Et puis aussi donc forcément d'identifier, de vraiment penser à tous les acteurs de la filière et ne pas se limiter, parce que si on pense directement si on parle juste de légumineuses, on peut penser producteurs, transformateurs et ça peut être tout quoi. Alors que si on pense à filière, on pense vraiment de l'amont jusqu'à l'aval. Qu'est-ce que ça amène ? Ça amène une notion de globalité et d'échange entre tous les différents acteurs. Et une notion de cahier des charges aussi, je dirais, qui permet vraiment de suivre le produit d'intérêt, donc dans notre cas les légumineuses à graines, de l'amont à l'aval. Je pense que c'est vraiment quelque chose de spécifique à la filière et qui ne peut pas vraiment être amené par une autre approche.